Pendant 10 000 ans, on a privé les femmes de protéines animales. Et pendant les 30 dernières années, on a basé presque toutes les recommandations nutritionnelles sur des études faites uniquement sur des hommes. Et après, on s'étonne que ton corps ne réponde plus comme il devrait, qu'il stocke, qu'il fatigue, qu'il réclame du sucre à 17 heures, qu'il ne lâche pas ces kilos qui ne devraient vraiment pas être là. Si tu as l'impression que ton corps te lâche après 40 ans, que tu prends du poids sans savoir pourquoi, que tu es plus fatigué que tes copines, que ton mari, que ton frère, que ton ostéo, ton médecin, ton coach sportif te répète qu'à ton âge. C'est normal, cet épisode est pour toi. Parce que ce qu'on raconte aux femmes sur leur propre corps depuis des décennies repose sur une accumulation de mensonges culturels et de raccourcis scientifiques. Et que ces mensonges ont un coût, pas un coût abstrait. Un coût qui se mesure en kilos, en fractures, en années d'autonomie perdue, en énergie volée. Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles les femmes ne mangent pas assez pour soutenir leur métabolisme, en pensant bien faire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sophie Gironi. Je suis coach en optimisation métabolique. J'ai écrit 4 livres aux éditions Thierry Soucard. Depuis 2019, j'ai aidé plus de 4000 femmes à perdre du poids durablement et retrouver leur énergie grâce à une alimentation qui soutient leur métabolisme. Dans ce podcast, Reset, je parle de perte de poids, de nutrition, de santé métabolique. Mais avant qu'on commence, un peu de transparence. Cette voix que tu entends, c'est la mienne. Ce texte, c'est moi qui l'ai écrit, chaque ligne. Mais c'est une intelligence artificielle qui l'enregistre, parce qu'il n'est pas toujours simple de réunir les conditions d'enregistrement optimales pour produire un épisode par semaine. Je préfère te le dire en clair plutôt que de faire semblant. Allez, on y va. C'est parti pour l'épisode du jour. Imagine la scène, une salle de sport, n'importe laquelle. Tu pousses la porte. À droite, les vélos elliptiques, les tapis de course, les machines à abdos. Une majorité de femmes. À gauche, la zone des poids libres, les barres, les haltères lourds. Une majorité d'hommes. Et toi, instinctivement, tu vas à droite. Pas parce que tu as peur, pas parce que c'est interdit. Personne ne te l'a explicitement dit. Mais quelque chose en toi sait que ce n'est pas pour toi. Que la zone des poids, c'est l'autre côté. Le côté des hommes, le côté de celles qui veulent trop de muscles, le côté qui ne te concerne pas vraiment. Cette gêne minuscule, ce détour automatique, c'est l'aboutissement d'un récit qui dure depuis des siècles, le récit selon lequel le corps féminin serait par nature plus délicat, plus discret, plus petit, moins fait pour la force. Ce récit, il a deux racines, une racine culturelle et une racine scientifique, et elles se renforcent l'une l'autre. La racine culturelle, c'est 10 000 ans d'organisation sociale qui ont assigné aux femmes le second service. Pas la chasse, mais la cueillette. Pas la viande, mais les restes. Pas la portion principale, mais ce qui passait après les hommes et avant les enfants. Pendant des dizaines de siècles, les femmes ont été nourries comme la variable d'ajustement de l'assiette familiale. On le sait aujourd'hui de manière quasi définitive grâce à l'analyse des restes osseux. Et cette habitude millénaire est devenue, par accumulation, ce qu'on appelle un tabou alimentaire. Une évidence transmise sans que personne ne sache d'où elle vient. La racine scientifique est plus récente, mais elle est tout aussi violente. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les essais cliniques en nutrition, en cardiologie, en pharmacologie ont été menés en très grande majorité sur des hommes. Le motif officiel, les femmes étaient trop variables, trop de cycles, trop d'hormones, trop compliquées. Le motif officieux, plus pragmatique, les hommes étaient des sujets d'études moins coûteux, plus prévisibles, plus rentables. Aux États-Unis, il a fallu attendre 1993, je répète, 1993, pour qu'une loi fédérale oblige les chercheurs à inclure des femmes dans les essais cliniques financés sur fonds publics. 30 ans, c'est hier. Avant cette date, et encore en grande partie après, les recommandations alimentaires, les dosages de médicaments, les protocoles de réanimation cardiaque, les règles de récupération sportive ont été établis sur des hommes jeunes en bonne santé, occidentaux. Et on les a vendus comme universels. Quand tu lis sur la boîte d'un médicament que la dose recommandée est d'un comprimé 2 fois par jour, cette dose a probablement été calibrée sur un corps masculin de 70 kilos. Le tien, qui ne ressemble pas à ça, qui n'élimine pas comme ça, qui n'a pas le même foie, doit faire avec. Voilà le terreau, une infériorisation alimentaire millénaire, doublée d'une cécité scientifique de plus d'un siècle. C'est sur cette base qu'on a construit l'idée que les femmes sont naturellement plus fragiles. Sauf que ce n'est pas naturel, c'est inventé.
Maintenant, attention parce qu'on entre dans la partie qui devrait être enseignée à toutes les filles à l'école et qui ne l'est jamais. Le corps féminin n'est pas une version plus petite et plus délicate du corps masculin. C'est un autre corps, avec des règles de fonctionnement différentes et, dans beaucoup de domaines, des règles bien plus sophistiquées. Premier exemple. Les femmes oxydent proportionnellement plus de graisse que les hommes pendant l'effort. Leur métabolisme est plus flexible, plus capable de basculer entre les deux carburants principaux du corps, le glucose et les lipides. Cette flexibilité métabolique, c'est exactement ce qu'on cherche à développer dans les protocoles de longévité les plus avancés. Les femmes l'ont de naissance. Deuxième exemple, les femmes ont une endurance supérieure aux hommes sur les très longues distances. Sur 10 km, l'homme moyen va devant. Sur 100, 200, 300 km, l'écart se réduit, puis s'inverse. Les ultramarathoniennes font régulièrement mieux que leurs homologues masculins, parce que leur corps tient plus longtemps quand le stress se prolonge. Troisième exemple, la résilience hormonale. Chaque mois, ton corps orchestre une danse complexe entre œstrogènes, progestérone, hormones lutéinisantes, hormones folliculo-stimulantes. Cette chorégraphie ajuste ta température, ton appétit, ta sensibilité à l'insuline, ton humeur, ta force, ton endurance. C'est un système de régulation d'une finesse que le corps masculin, plus monotone hormonalement, ne possède pas. En première moitié de cycle, ton corps brûle plutôt bien le glucose. Tu tolères mieux les féculents. Tu es plus performante en force pure. En deuxième moitié, ton métabolisme bascule. Tu deviens plus efficace pour brûler du gras. Ton métabolisme de base augmente jusqu'à 300 calories supplémentaires par jour. Ta sensibilité à l'insuline, elle, descend. Cela veut dire concrètement que ce qui marche pour toi la première semaine du mois ne marche pas forcément la troisième. Pas parce que tu te relâches, parce que ton corps a changé et que c'est de la physiologie pure. Quand on te dit que tu manques de constance, on te juge sur un standard masculin de linéarité qui n'a jamais été le tien. Toi, tu fonctionnes en cycle. C'est plus complexe à piloter. C'est aussi plus puissant quand tu apprends à le faire. Et puis arrive la ménopause. Et là encore, on te raconte que c'est la fin, que ton corps lâche, que tout part en vrille, que tu n'as plus qu'à subir. C'est faux. La ménopause n'est pas un déclin, c'est une transition. Tes œstrogènes baissent, oui, ce qui change la répartition des graisses, ralentit la synthèse musculaire, augmente la résistance à l'insuline. Mais ton corps ne devient pas inutile pour autant. Il devient demandeur d'autre chose, plus de protéines, plus de force, plus de sommeil, plus de gestion du stress. Et il répond magnifiquement quand on le lui donne. Et puis, il y a tout ce qu'on oublie de regarder parce que c'est devenu invisible à force d'être quotidien. Le corps féminin est capable de fabriquer un autre être humain. Il fabrique son sang, ses os, son cerveau, son cœur, à partir de ce que toi tu manges. Pendant 9 mois, il fait fonctionner deux organismes simultanément, en redéployant son volume sanguin de 50%, en remodelant son squelette pelvien, en recablant son immunité pour ne pas attaquer un être qui pourtant n'a pas son ADN. Aucune machine, aucun homme, aucun système biologique sur Terre ne fait ce que fait un corps de femme enceinte. C'est, sans exagération, l'une des prouesses métaboliques les plus impressionnantes du règne animal. Le corps féminin vit aussi en moyenne plus longtemps que le corps masculin. 6 ans de plus en France environ. Et cet écart n'est pas seulement social, il est aussi biologique. Le système immunitaire féminin est plus réactif. La capacité à éliminer les infections est meilleure. Les pathologies cardiovasculaires arrivent plus tard. Le système féminin est de façon mesurable plus durable. Et pourtant, on continue de te répéter que tu es la moitié faible de l'humanité, que ton corps est délicat, qu'il faut le ménager, qu'il faut le faire tenir avec des yaourts à 0% et des séances de pilates de 30 minutes le mardi. Le corps féminin n'est pas un corps masculin en panne, c'est un autre système, plus rond, plus cyclique, plus économe, plus résilient. Personne ne te l'a jamais dit aussi clairement parce que personne, ou presque, ne s'est donné la peine de l'étudier. Tu pourrais te dire: «Bon, c'est intéressant tout ça, mais à 45 ou 50 ans, je fais quoi avec?» Tu fais beaucoup et tu as raison de t'en préoccuper maintenant parce qu'il y a une horloge qui tourne et qu'elle ne t'attend pas. À partir de 30 ans, tu perds environ 1,5% de masse musculaire par an. Ce n'est rien quand tu as 35 ans, c'est 10% à 55. Et ça accélère après la ménopause où tu peux perdre jusqu'à 1% par an. Ce phénomène a un nom,
On l'appelle la sarcopénie. C'est l'une des principales causes de perte d'autonomie chez les femmes âgées. Le muscle, ce n'est pas de l'esthétique. Ce n'est pas du pour faire joli en débardeur. C'est ce qui te permet de te relever quand tu tombes. C'est ce qui protège tes os. C'est ce qui pilote ta sensibilité à l'insuline. C'est ce qui garde ton métabolisme allumé. Et c'est ce qui détermine à 75 ans si tu vis encore chez toi ou si tu dépends de quelqu'un. Construire et préserver du muscle, c'est l'investissement santé numéro un d'une femme à partir de 40 ans. Ça demande deux choses, du travail de force, vraiment, pas 3 minutes d'élastique en regardant la télé, et des protéines en quantité suffisante, ce qui pour la plupart des femmes signifie au moins doubler ce qu'elles mangent aujourd'hui. Deuxième horloge, l'os. La densité osseuse atteint son pic vers 25 ans, puis décline lentement. À la ménopause, la chute des œstrogènes accélère ce déclin. Une femme sur deux sera concernée par l'ostéoporose dans sa vie, une fracture du col du fémur après 70 ans dans 20 à 30 des cas. C'est un décès dans l'année qui suit. Pas parce que la fracture est mortelle, parce qu'elle déclenche une cascade d'immobilité, d'infection, de perte d'autonomie qui finit par avoir raison du corps. L'ostéoporose se prépare à 40 ans, pas à 70. Troisième horloge. Le métabolisme. La résistance à l'insuline s'installe silencieusement sur 10 à 30 ans avant que les premiers symptômes apparaissent. Quand on te diagnostique du prédiabète à 55 ans, le mécanisme tournait déjà depuis 40. Et la nutrition féminine, faite de privation de yaourt à 0% et d'assiettes ridicules, a contribué à l'installer. Tout ça pour te dire que ce n'est pas une question de coquetterie, c'est une question de stratégie. Le corps que tu auras à 75 ans se construit aujourd'hui. À chaque assiette que tu prends, à chaque entraînement que tu fais ou que tu sautes, à chaque heure de sommeil que tu protèges ou que tu sacrifies. Tu es en train, en ce moment même, d'écrire ce que tu seras dans 20 ou 30 ans. Et tu ne peux pas te permettre de continuer à appliquer un mode d'emploi qui n'a jamais été fait pour toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On désapprend, c'est le mot juste. Désapprendre les portions ridicules, désapprendre la peur de la viande, désapprendre le complexe de la grosse assiette, désapprendre l'idée qu'une femme qui mange à sa faim se laisse aller. On apprend à la place à écouter le corps qu'on a, pas le corps qu'on voudrait nous voir avoir, à se servir en premier sans culpabilité, à soulever des choses lourdes sans se demander si c'est féminin, à dire non aux assiettes qui ne nous nourrissent pas et oui à celles qui le font. Tu n'as jamais été fragile, ton corps n'a jamais été le problème. Le problème, c'est ce qu'on t'a raconté sur lui pendant que tu apprenais à le détester. Tu peux changer cette histoire, pas en une journée, pas avec un détox du lundi, avec une décision répétée 1000 fois qui est de te traiter, à partir de maintenant, comme on traite un être vivant qu'on a envie de garder en bonne santé pour très longtemps. Si cet épisode t'a parlé, fais-le écouter à une femme autour de toi, à ta sœur, à ta mère, à ta meilleure amie, à ta fille de 16 ans qui commence déjà à prendre la salade par défaut. Tu peux aussi t'abonner à La Quotidienne, ma newsletter, sur sophie et Gironi.coach. Tu y reçois chaque matin un texte court qui creuse, sous un autre angle, les sujets qu'on traite ici. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reset. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu n'es pas fragile. À très vite.